l'époque n'est pas à la fête, vraiment pas à la fête, vous en conviendrez. Mais vous pourriez me dire qu'il y a bien plus important, bien plus grave que la fête. Il y a la santé, il y a le politique, il y a le religieux, il y a l'économique. Eh bien moi, j'ai été formée par une anthropologue qui s'appelait Michel de la Pradelle, qui avait coutume de dire « Les gens dans la vie ne font jamais les choses n'importe comment, les choses les plus anodines. Faire ses courses, saluer ses voisins, faire la fête. » Et le travail de l'anthropologue, c'est justement de prendre au sérieux ce pas n'importe comment des choses. Parce que oui, la fête, nous la prenons très au sérieux, elle est même trop sérieuse pour être prise à la légère. La fête, c'est un phénomène universel. Toutes les sociétés humaines organisent des fêtes. C'est une nécessité humaine. Alors certes, toutes les sociétés humaines n'organisent pas les fêtes de la même manière. Il y a plein d'exemples différents, mais toutes le font. Même les dictatures ont besoin d'organiser des fêtes pour légitimer leur pouvoir. Donc vous voyez qu'on ne fait pas tout comme les dictatures, et fort heureusement. Il y a donc dans les fêtes de l'universalité, mais de la pluralité. Et c'est vrai qu'en matière de pluralité, on est vraiment servi avec les fêtes. On pourrait dire qu'on fête à peu près tout et n'importe quoi. Alors on va fêter, oui, les grands événements historiques, c'est sûr, le 14 juillet, les bals populaires sont très importants. On fête des événements personnels, on fête nos naissances, on fête nos anniversaires, on fête même nos morts. On peut fêter des choses beaucoup plus anodines aussi, ou en tout cas des éléments divers de notre vie sociale. On va fêter, je ne sais pas moi, les vendanges, on fête la fête de l'ours dans les Pyrénées, on fête la cerise à la Roque d'Enterron, on fête ses voisins et on fête même les grands-mères. Nous sommes très producteurs et consommateurs de fêtes. J'ai un collègue anthropologue qui a recensé à peu près 20 000 fêtes locales annuelles en France. Il y a même des expressions qu'on accole pour dire la fête, mais on ne sait pas pourquoi. Quand on dit c'est la fête des prix, bon, d'accord, la fête des prix. Et pour dire n'importe quoi, on dit c'est la fête du slip. Alors, d'ailleurs, si on continue à parler de n'importe quoi, quand on regarde les émissions de télé-réalité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une sorte de fête chronique, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont dans ces émissions de télé-réalité passent leur temps soit à faire la fête, soit à la préparer, soit à se clasher, c'est-à-dire un feuilleton entre fête, préparation de fête ou clash. Si bien qu'on peut se dire qu'effectivement, la fête, c'est une forme de continuum, quoi. Il y a le rassemblement conflictuel et puis le rassemblement pacifique. Alors, si tout devient festif, où est la vraie fête ? Et c'est vrai que ça, c'est une critique que l'on porte souvent à la fête dans notre société contemporaine, c'est de dire, finalement, tout est de l'événementiel. La fête, c'est que du phénomène festif résiduel, donc il n'y a plus de vraie fête. On le dit par exemple de Noël. Alors Noël, oui, c'est la fête familiale, mais c'est avant tout quoi ? Une fête, on dit qu'elle est commerciale. Et alors là, c'est le pire qu'on puisse dire sur une fête, c'est qu'elle est commerciale. La Saint-Valentin, évidemment. Alors certes, on va fêter, soi-disant, notre amoureux ou notre amoureuse, mais c'est une occasion supplémentaire de nous faire consommer, je ne sais pas, des chocolats, des roses, des repas au restaurant, des bijoux quelquefois. Alors j'aimerais justement aujourd'hui, au travers de 4 idées reçues, ou en tout cas 4 paradoxes sur la fête, pouvoir vous faire partager un petit peu ce regard des anthropologues sur la fête. Alors le premier paradoxe, ou peut-être cette première idée reçue, c'est de se dire la fête, c'est quelque chose de spontané. La fête, ça surgit, la fête, ça survient, c'est la fête. Eh bien non, il n'y a rien de plus organisé qu'une fête. D'ailleurs, on n'a jamais le droit de rater les fêtes. On peut tout rater dans sa vie, mais les fêtes, c'est plus compliqué. Donc, il faut beaucoup de préparatifs pour les fêtes. On dit souvent qu'elles sont même millimétrées. On parle de codification de la fête. Et même, elles fonctionnent comme des cérémonies, voire comme des rituels. Donc, non seulement elles doivent être codifiées, mais en plus, il faut qu'elles se répètent un peu à l'identique pour qu'on s'y retrouve. Et l'exemple emblématique de ça, ça pourrait être les mariages. D'ailleurs, le grand moment du mariage, ce n'est pas le mariage, c'est les préparatifs du mariage. Et quelquefois, ça dure plus d'1 an auparavant, puisqu'il faut avant tout organiser la date, le lieu du mariage, la liste des invités, trouver la composition des tables, décorer la salle, le menu, la quantité d'alcool nécessaire, évidemment, et puis même jusqu'à la playlist.
On le voit donc, les fêtes sont des cérémonies et du coup, à ce titre-là, très organisées, des petites messes qu'on ne peut pas rater. Du coup, il y a des professionnels pour ça. On pourrait les appeler les ingénieurs de l'enchantement. Ingénieur de l'enchantement, c'est un terme qu'un anthropologue, justement, qui s'occupe de l'enchantement dans notre société utilise. Il s'appelle Yves Vinquin. Alors oui, les fêtes sont extrêmement organisées. Il faut être ingénieur de l'enchantement, si bien que, par exemple moi, j'adore aller à des fêtes, mais chez les autres. J'aime beaucoup moins les organiser chez moi, et pour les organiser et surtout pour ranger évidemment derrière. Le deuxième paradoxe, ou peut-être idée reçue sur la fête, c'est que la fête, ce serait du chaos, ce serait de l'excès, ce serait du débordement. Alors oui, quand on parle de fête, nous viennent des exemples assez emblématiques de la fête, que sont par exemple les carnavals. Le carnaval, c'est vraiment la forme festive par excellence, connue dans plein de sociétés humaines. Il y a des carnavals en Afrique, il y a des carnavals évidemment en Amérique du Sud, puis il y a des carnavals aussi dans les sociétés européennes, occidentales, en Asie également. Et c'est vrai que le carnaval, c'est le jeu du masque, c'est la mascarade, c'est la beuverie, c'est l'excès, c'est le chaos. On est censé pouvoir faire à peu près n'importe quoi. On se déguise. On a même un système d'inversion dans les carnavals. C'est là où, justement, que se passe-t-il dans les carnavals? C'est le seul moment de la vie sociale où, par exemple, le riche a le droit de se déguiser en pauvre, le pauvre peut se déguiser en riche, les hommes adorent se déguiser en femmes pendant les carnavals. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne, d'ailleurs. Mais finalement, dans un dispositif extrêmement contraint. Le carnaval, c'est un dispositif contraint, c'est un dispositif spatial contraint. C'est un espace et pas un autre, quelques rues d'une ville et pas d'autres. C'est un espace temporel extrêmement contraint, c'est une fois par an et pendant quelques jours. Et donc on le voit en fait, ce débordement, ce chaos que l'on peut voir dans certains carnavals, finalement c'est un chaos très organisé là aussi. C'est un chaos qui est très contenu. C'est un chaos finalement que les anthropologues ont montré comme étant finalement de l'ordre du social qui peut revenir. C'est-à-dire que c'est un chaos qui permet à l'ordre social de réadvenir après. Et ce qui est intéressant dans les carnavals, parce que j'ai pris des exemples peut-être un peu exotiques, mais c'est que ces formes-là, elles ont colonisé un certain nombre de fêtes auxquelles maintenant on est un peu habitué. Je pense à la fête de la musique. Je pense peut-être aussi à Nuit Blanche ou même à Paris-Plage. Finalement, on décrète qu'il y a un temps donné, un lieu donné, et puis finalement des comportements qui sont assez décrétés aussi. C'est-à-dire que dans ces espaces-temps très déterminés, on aurait le droit d'avoir un nouvel accès au lieu, un nouvel accès à des œuvres quelquefois, mais finalement le lendemain, tout rentre dans l'ordre. Et c'est vrai que pendant la fête de la musique, je ne sais pas, je ne m'imaginerais pas aller jouer de la trompette sous les fenêtres de mon voisin le lendemain. Voilà. Ça m'amène à mon troisième paradoxe, à ma troisième idée reçue, à partager avec vous. La fête, dit-on, c'est la rupture. La fête, c'est la transgression. La fête viendrait nous dire, justement, dans son éclat, qu'il faut rompre avec le quotidien qui, lui, serait routinier. Il y aurait la morosité du quotidien et puis il y aurait l'intensité de la fête, cette effervescence festive absolue. Et c'est vrai que quand on pense à la fête, on pense à cette question de, voilà, ce ne peut pas être de l'ordre social. Eh bien, les anthropologues ont montré qu'au contraire, la fête, c'est de l'ordre social en train de se faire. C'est de l'ordre social en train de se dire, mais d'une manière festive. Je vais prendre un exemple assez contemporain que sont les spring breaks. Les spring breaks, ce sont ces vacances très festives que s'autorisent les jeunes étudiants américains une fois par an, où ils partent dans des stations balnéaires. Et pendant quelques jours, ils s'adonnent à un certain nombre de plaisirs, un certain nombre d'excès, d'alcool, de drogue et de sexe. Alors, il y a une anthropologue qui travaille sur les spring breaks actuellement. Qu'est-ce qu'elle nous montre? D'abord, elle nous montre que là aussi, le dispositif est finalement très bien cadré. Et puis, au-delà de la panique morale que ça peut engendrer chez un certain nombre d'observateurs des spring breaks, que font ces jeunes? Ils boivent du soir au matin, ils se droguent, ils ont des relations sexuelles débridées. D'abord, elle montre que finalement, et notamment dans le cadre des relations sexuelles, c'est pas si débridé que ça.
D'ailleurs, les garçons sont assez souvent déçus pendant les spring breaks. Ils pensent que les filles doivent être plus ouvertes, elles ne le sont pas. Et l'idée qu'elle dit, c'est que voilà, un spring break, c'est quoi? C'est finalement une sorte de petit rite de passage, parmi d'autres, notamment dans la société américaine, pour se préparer à un âge adulte finalement très classique. Les relations dans les spring breaks sont des relations hétérosexuelles. Ça prépare à une vie finalement future assez pépère, très hétéronormée, une vie procréative et une vie tournée autour du travail. Donc non, le spring break n'est pas un temps totalement fou, n'est pas un temps totalement insensé. Il est de l'ordre social en train de se faire lors de ce rite de passage pour ces jeunes Américains. Une expression aussi pour dire la question de la norme sociale dans les fêtes. On parle souvent de dress code. Alors là, le dress code, c'est très très important. C'est important parce que justement, ça montre comment il faut être adapté, comment il faut s'adapter toujours pendant une fête. Soit il faut être très habillé, soit il faut être très décontracté, soit il faut être déguisé. Et finalement, rien de pire que d'arriver à une fête et de se sentir totalement décalé par rapport au dress code, c'est-à-dire de se sentir trop habillé, trop décontracté, le pire étant peut-être d'arriver déguisé à une fête qui finalement ne l'est pas. Mais cette idée de dress code, c'est peut-être aussi une manière, toujours dans cette idée de normes sociales en train de se faire, ça peut provoquer de l'exclusion. Que vivent les jeunes à l'entrée de certaines discothèques? On leur dit, vous n'avez pas le dress code. Mais est-ce que le dress code n'est que vestimentaire? Ou est-ce que finalement se joue là-dedans aussi une apparence physique, et derrière cette apparence physique, une condition sociale? Et cette question de l'exclusion, elle me permet d'aller à mon quatrième et dernier point. On pense souvent, et c'est peut-être le point d'ailleurs qui me tient le plus à cœur dans cette histoire de fête, on dit souvent la fête, ça ne peut pas être du politique. La fête est complètement hors de la sphère du politique, puisque c'est festif, ce n'est pas politique. Eh bien, justement, non. La fête peut être un geste politique. Elle peut même être un geste politique assez fort, un geste de revendication politique. Je parle une dernière fois du carnaval et je vais prendre l'exemple d'un carnaval qui a été étudié par Michel Agier, qui est un anthropologue du contemporain, qui a fait une grande étude sur le carnaval de Salvador de Bahia au Brésil. Il a travaillé sur ce carnaval dans des années particulières, qui étaient la fin des années 80, début des années 90, à un moment où il y avait des revendications identitaires très importantes, et notamment, dans cette ville, des revendications identitaires des Noirs brésiliens, et qui ont décidé que le carnaval allait être l'occasion pour eux de cette revendication de leur identité noire. Et pendant le carnaval, ils ont formé des sous-groupes, des groupes musicaux, dans lesquels ils se sont autodésignés comme Africains de Bahia. Ils ne sont pas africains, ils sont brésiliens. Mais leur autodésignation entre « nous sommes les Africains de Bahia » était une manière de se dire « nous ne reconnaissons pas dans votre système racial, mais nous voulons nous identifier tel que nous le souhaitons et beaux comme nous sommes, avec la musique que nous voulons faire pendant ce carnaval. » Donc dans le carnaval peut se jouer un geste politique fort, un geste de revendication. Dernier exemple, peut-être plus transnational là aussi, les marches des fiertés, les Gay Pride. Alors les Gay Pride, c'est vraiment très festif. C'est de la parade. Il y a des camions, il y a de la musique, il y a du travestissement, il y a des drag queens. C'est extrêmement festif, une Gay Pride. Mais surtout, les Gay Pride, depuis très longtemps, elles ont vraiment servi une cause. C'est celle de la reconnaissance des droits des minorités LGBT+. Elles ont vraiment permis la lutte contre la discrimination contre ces communautés. Et d'ailleurs, du coup, on peut se dire qu'il ne faut jamais injurier l'éphémère de la fête, comme il ne faut jamais injurier l'avenir. Parce que dans cet éphémère de la fête peuvent se jouer des dynamiques beaucoup plus profondes, des acquis beaucoup plus, on va dire, importants, politiques, et que du coup, à ce titre-là, elles doivent être prises au sérieux. Mais c'est vrai que c'est aussi une grande tradition des pouvoirs politiques autoritaires de justement vouloir interdire les fêtes. Les Gay Pride sont interdites dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, aux pouvoirs politiques très autoritaires. On ne veut pas de Gay Pride parce qu'on considère qu'il s'agit de dépravation. Mais en France, au XIXe siècle,
Le pouvoir catholique, par exemple, interdisait certaines fêtes de village, considérant que ces fêtes de village pervertissaient les gens. Il disait la population française rentre dans une festomanie. Et eux, ils voulaient avoir ce pouvoir de dire qu'est-ce que c'est que la bonne sociabilité, et ainsi la contrôler, et peut-être ainsi l'appauvrir. Donc quand la fête elle est renvoyée dans la sphère de la clandestinité, eh bien souvent elle se recompose. Et justement, plus on la place dans la clandestinité, peut-être plus elle est clandestine, et plus du coup elle est transgressive, et plus elle va produire effectivement du chaos. On pourrait se dire que, là aussi, comme dans plein de domaines, la frustration est un puissant moteur du désir. Et puisque je parle de désir, je pense qu'il est temps de réenchanter un peu la fête et de montrer à quel point elle perdure comme désir renouvelé dans nos sociétés. La fête, c'est toujours une promesse d'inventivité future, une promesse de créativité, savoir refaire la fête, et savoir aussi se situer dans cette temporalité un peu spécifique où on va se servir de nos fêtes passées comme socle de nos sociabilités actuelles et futures. On va se projeter dans des fêtes à venir en se disant « oui, il est encore possible de faire la fête ». Et du coup, à ce titre-là, je pense que c'est une forme culturelle qui non seulement est à préserver, mais dont il faut prendre soin. Et je pense qu'à ce titre-là, on devrait presque la transmettre aux générations. Faire la fête, certes, n'importe peut-être quelle fête, aussi fake puisse-t-elle paraître, aussi institutionnelle, aussi ridicule, mais peut-être au-delà de la fête, savoir transmettre le sens de la fête. Savoir que ce sens de la fête est une forme culturelle partagée qui permet de faire advenir, un tant soit peu, des formes de communauté. Nous sommes dans un monde caractérisé par l'incertitude. La permanence des choses n'est jamais assurée. On vit entre ordre et désordre, de toute façon, actuellement. Eh bien, peut-être avons-nous encore plus besoin de ces moments un peu ritualisés de fête. Peut-être avons-nous besoin, justement, comme le disait une historienne, Mona Ozouf, de cette stratégie archaïque contre l'angoisse. Et donc, peut-être est-il temps de réenchanter ce désenchantement. Alors, revêtons nos habits de lumière. Merci.